Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, très content de vous retrouver dans le monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Nouveau point de friction entre les États-Unis et la Chine. Washington donne 3 jours à Pékin pour fermer son consulat dans la ville de Houston. Le gouvernement américain dit vouloir protéger la propriété intellectuelle du pays et les informations privées des Américains. Le pouvoir chinois menace de représailles. Nouvelle flambée d'infections au coronavirus aux États-Unis, revirement du président Donald Trump qui évoque la gravité de la situation et appelle tout le monde à porter un masque quand la distanciation physique n'est pas possible. Fin de l'état d'urgence en République démocratique du Congo avec une reprise des activités dont la réouverture des frontières le 15 août prochain. Mais le président Félix Tshisekedi souligne que cette levée ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Coup de théâtre dans l'escalade sino-américaine. Washington a sommé Pékin de Les États-Unis ont ordonné à la Chine de fermer son consulat à Houston en l'accusant d'intensifier les opérations d'espionnage, aggravant considérablement les tensions diplomatiques entre les deux superpuissances en conflit. Avant que la nouvelle n'éclate, les pompiers et la police ont été appelés mardi soir dans le bâtiment du consulat au Texas sur des informations selon lesquelles des documents auraient été brûlés dans des poubelles de la cour, selon les médias locaux. Nous formulons des attentes claires quant à la manière dont le Parti communiste chinois va se comporter et s'il ne le fait pas, nous prendrons des mesures qui protègent le peuple américain, notre sécurité nationale et protègent également notre économie et nos emplois. Ce sont les mesures que vous voyez le président Trump adopter. Nous continuerons à nous y engager. L'annonce de mercredi a exaspéré Pékin qui a juré de riposter alors que les deux pays se disputent sur une série de problèmes allant du commerce à la pandémie du nouveau coronavirus et aux politiques chinoises à Hong Kong, au Xinjiang et en mer de Chine méridionale. Cette fermeture constitue une provocation politique lancée unilatéralement par la partie américaine qui viole gravement le droit international, a dénoncé devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise. Les États-Unis ont formé des groupes et suscité des affrontements idéologiques en termes de relations internationales. Ceci va à l'encontre de la tendance à la paix, au développement et à la coopération et au souhait de la plupart des pays du monde. Cela est voué à l'échec. Le gouvernement de Donald Trump a adopté ces derniers mois un ton très critique envers la Chine, accusé par le président d'avoir dissimulé l'ampleur de la propagation du nouveau coronavirus lors de son apparition dans le centre du pays fin 2019. En pleine escalade des tensions avec Washington, la Chine a par ailleurs mis en garde mercredi ses étudiants aux États-Unis, plus de 300 000, contre des interrogatoires arbitraires. Les aléas du direct, vous l'avez compris, c'était le compte-rendu de Blanche Sanou à propos de ce coup de théâtre dans l'escalade sino-américaine. Washington donc qui a sommé Pékin de fermer son consulat à Houston sous 72 heures, accusé d'être le cœur du réseau d'espions de la Chine aux États-Unis. Le gouvernement chinois a donc fermement condamné la requête et a menacé de prendre des mesures de représailles, ce qui laisse donc présager une nouvelle dégradation des relations déjà très tendues entre les deux pays sur de multiples fronts. Parlons maintenant de la course à la Maison-Blanche qui bat son plein, vous le savez. À Newcastle, dans le Delaware, Joe Biden, ancien vice-président et candidat démocrate, a promis de dépenser près de 8 000 milliards de dollars pour améliorer considérablement les soins aux Américains plus âgés, renforcer les crédits d'impôt des familles à faible revenu et offrir l'école maternelle à tous. Salwa Jaafari nous en dit davantage.
3 millions de nouveaux emplois dans les domaines de la prestation de soins et de l'éducation. C'est la promesse que Joe Biden dit vouloir tenir une fois élu président des États-Unis. Et voici comment il compte s'y prendre. Mon plan représente un investissement audacieux afin que les États puissent effacer la liste d'attente pour nous assurer d'alléger le fardeau financier d'un plus grand nombre de familles à l'avenir. Nous devons faire des investissements fédéraux à long terme. Nous aurons un important fonds d'innovation pour permettre aux États de tester et développer des moyens efficaces pour améliorer les soins à domicile et en milieu communautaire, accroître la prévention et réduire le coût de l'hospitalisation. La proposition fait partie d'un plan plus large pour relancer une économie affaiblie par le coronavirus. L'argent devrait être dépensé sur une période de 10 ans. Campagne électorale oblige, Joe Biden en a profité pour tacler son adversaire. Malgré toutes ces fanfaronnades au sujet de son expertise en économie, il est incapable d'expliquer comment il va réellement aider les familles de travailleurs les plus durement touchés. Vous savez, il vous a abandonné, il a démissionné, il a abandonné ce pays. L'économie, encore un sujet sur lequel les deux prétendants ne voient pas du même œil. L'équipe Trump ne mâche pas ses mots quand il s'agit de dénigrer les solutions que propose Biden. Nous restons aux États-Unis. Le pays demeure de loin le plus touché par la pandémie de Covid-19 au monde. Le nombre de nouveaux cas de contamination répertoriés en 24 heures a dépassé 60 000 pour le 8e jour consécutif, pour un total de 3,89 millions de cas. La maladie a causé la mort de plus de 960 personnes au cours des dernières 24 heures, pour un total d'environ 142 000 décès, d'après l'université américaine Johns Hopkins. Après avoir connu une amélioration en juin dernier, l'Amérique voit ainsi l'épidémie repartir à la hausse depuis ces dernières semaines, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Une flambée qui a conduit le président Donald Trump à dire que la pandémie de coronavirus prenait des proportions inquiétantes dans une partie des États-Unis et à recommander également le port du masque quand la distanciation physique n'est pas possible. C'était hier, lors de sa première conférence de presse consacrée à la maladie depuis fin avril. Lionel Gaïma. Selon les dernières recherches de Pew Research, un think tank basé à Philadelphie, 65% des adultes américains disent porter un masque dans les magasins ou espaces publics. Après des mois à minimiser l'importance des masques faciaux, le président Donald Trump a finalement tweeté une photo de lui-même portant un masque l'appelant patriotique. M. Trump a repris ce mardi le point de presse sur le coronavirus à la Maison-Blanche et pour la première fois a affiché son soutien le plus ferme au port du masque. J'ai le masque ici, je le porte et je vais l'utiliser avec plaisir, pas de problème. Et je l'ai dit. Et je dis, si vous pouvez utiliser le masque, lorsque vous pouvez l'utiliser, si vous êtes proches l'un de l'autre, si vous êtes dans un groupe, je le mettrai quand je suis en groupe. En avril, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que tous les Américains, pas seulement les agents de santé, devaient porter des masques. Mais le président a résisté et n'a pas mis de masque jusqu'au début de ce mois. Il a également évité de rendre le port de masque obligatoire, disant qu'il voulait que les gens aient la liberté. Un récent sondage ABC News Washington Post montre que 64% des Américains désapprouvent sa gestion de la pandémie. Cela lui crée encore plus de problèmes alors que la pandémie explose, jusque dans les régions où les gouverneurs républicains avaient suivi ses repères pour ouvrir et maintenant, il commence à avoir des problèmes terribles avec la pandémie et cela rend son travail beaucoup plus difficile. Les États-Unis sont à plus de 140 000 morts et plus de 3,8 millions de cas, avec les nouvelles données de CDC suggérant que le nombre réel pourrait être 10 fois plus élevé. L'administration affirme que le nombre de cas a augmenté avec la multiplication des tests, mais les experts ne sont pas de cet avis. Les pays qui ont bien réussi ont une politique nationale claire qui place les gens de la santé publique au premier plan. Les dirigeants politiques ont aidé les responsables de la santé et ont transmis des messages clairs et cohérents à la population. La population comprend ce qu'est le programme et s'engage à coopérer. C'est la formule du succès. Mais en laissant cela aux gouverneurs, c'est la formule pour le chaos.
Malgré l'augmentation des cas, les Américains affluent vers les lieux des vacances d'été et différents États ont des règles différentes, de la Floride à la Californie. En République démocratique du Congo, levée de l'état d'urgence sanitaire avec une reprise des activités en 3 étapes, dont la réouverture des frontières le 15 août prochain. Décision qui a pris effet depuis minuit, heure de Kinshasa. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui l'a annoncé hier soir. L'état d'urgence avait été proclamé le 24 mars dernier pour combattre l'épidémie de Covid-19 et avait été renouvelé à 6 reprises. Reprise donc à partir d'aujourd'hui des activités commerciales et des transports en commun notamment. Les rassemblements sont aussi permis. La reprise des écoles et des universités, elle, est fixée à partir du 3 août. Et puis le 15 août, il y aura la réouverture des églises et lieux de culte et l'ouverture des ports, aéroports et frontières. C'est à cette même date du 15 août qu'il y aura également la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Le président congolais souligne toutefois que l'épidémie de Covid-19 n'est pas finie et rappelle l'importance du respect des gestes barrières, port obligatoire du masque dans les lieux publics, lavage des mains et prise de température. À Kinshasa, les réactions sont en général positives, mais certains Congolais souhaitent davantage. Suivi. Et les impressions de satisfaction du fait que avec le confinement, on était tous à la maison sans rien faire. Et puis sur le plan économique, vous savez les retombées. L'économie est presque par terre. Alors il fallait quand même qu'on puisse déconfiner, lever les mesures pour que les pays avancent. Et surtout sur le plan économique, puisque ça ne va pas à la flambée des prix sur les marchés. Et donc on ne s'en sort pas bien. Mais du fait que le président vient de lever ces mesures, en tout cas nous sommes très contents que ça continue comme ça, tout en se protégeant, en respectant les mesures et barrières. Je pense que nous allons remporter sur le Covid. Je compte continuer toutes mes affaires. Parce que moi, je suis chauffeur, bon, j'étais comme ça même arriver. On n'arrivait même pas en ville. Maintenant, nous sommes en ville. C'est que ça doit marcher à l'avenir. À Madagascar, cacophonie au gouvernement sur les stratégies contre la maladie Covid-19. Des dissensions sont apparues au sein de l'État. Le gouvernement, qui vante les mérites d'une tisane pour combattre le coronavirus, se dit consterné de l'appel à l'aide internationale lancé par le ministre malgache de la Santé, Ahmad Ahmad. Le président Ange Radziwill a fait largement distribuer la tisane Covid Organics, dont les éventuels bienfaits n'ont à ce jour été validés par aucune étude scientifique. Les principaux hôpitaux d'Antananarive se sont dit débordés par l'afflux de malades cette semaine. En Égypte, on les appelle les victimes collatérales de la pandémie. Au Caire, la capitale, des ONG déplorent les effets du coronavirus sur la situation des milliers d'enfants des rues. Blanche Sanou. Mère adolescente et vendeuse de mouchoirs sur un trottoir du Caire, Zeynab est partagée quant aux effets de la pandémie et la pauvreté. Mais elle se bat surtout contre les préjugés de la société. Je me bats vraiment en travaillant dans la rue. Certains pensent que nous ne sommes pas de bonnes personnes parce que nous vendons des mouchoirs dans la rue et ils se disent que nous pourrions aussi vendre d'autres choses. En Égypte, pays de 100 millions d'habitants où près d'un tiers de la population vit officiellement sous le seuil de pauvreté, les enfants des rues occupent le bas de l'échelle sociale et sont exposés à des violences verbales, physiques et sexuelles. L'exploitation sexuelle, la violence domestique et les parents exploitant leurs enfants comme source de revenus sont les problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les enfants des rues. Stigmatisés et isolés jour et nuit, ces enfants ramassent les ordures, travaillent dans des parkings ou mendient quelques pièces en échange de mouchoirs en papier. Certains vivent sous un toit familial dans les quartiers défavorisés de la capitale. D'autres sont des sans-abri en rupture avec leurs proches. En 2014, les autorités ont déclaré qu'il y avait 16 019 enfants de rue à travers le pays. 80% d'entre eux vivent dans les rues de 10 gouvernorats.
Doté de 17 unités mobiles qui vont à leur rencontre, le programme national Enfants sans abri, lancé en 2016, vise à les intégrer et à leur faire abandonner les comportements de la rue. Malheureusement, la pandémie a affecté l'aide humanitaire proposée à ces enfants. Sans oublier que la récession économique a engendré une baisse du financement des associations, selon l'UNICEF. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a aujourd'hui qualifié d'historique le remplissage au niveau prévu pour la première année du réservoir du barrage géant que le pays construit sur le Nil. Le grand barrage de la Renaissance est source de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, ses voisins situés en aval. Addis Abeba a déjà indiqué hier que le réservoir s'était rempli sous l'effet des pluies saisonnières au niveau attendu pour la première année. Suffisamment d'eau s'est accumulé pour pouvoir tester les 2 premières turbines, une étape cruciale pour que le barrage puisse commencer à produire de l'énergie. Le Caire et Khartoum réclament un accord global sur le barrage, notamment la manière dont il est géré. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique présenté en direct et en télétravail. N'allez nulle part ailleurs, nous revenons dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. La recherche d'un vaccin contre le Covid-19 se poursuit à travers le monde. Parmi les candidats vaccins les plus prometteurs, il y a celui de l'université d'Oxford, développé en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca. Le projet a montré une forte réponse immunitaire d'après les chercheurs. Mohamedou Oumfa. Les chercheurs de l'université d'Oxford en sont convaincus. Ils sont sur la bonne piste pour découvrir le vaccin tant attendu contre le Covid-19. Ils se basent sur les résultats préliminaires des essais cliniques effectués depuis le mois d'avril. Nous avons constaté que chez plus de 1000 personnes, la tolérance semble plutôt bonne et rassurante. Et surtout, nous constatons de bonnes réponses immunitaires chez presque tout le monde. Des réponses immunitaires qui montrent que 28 jours après l'injection du candidat vaccin, plus de 90% des participants présentaient des anticorps neutralisants dans le sang. En plus, il provoque une réaction dans les lymphocytes T qui s'attaquent spécifiquement au coronavirus. Nous voyons des personnes qui se sont rétablies du Covid, mais qui n'ont véritablement aucun anticorps mesurable, mais ont des lymphocytes T. On suppose donc que ces lymphocytes T ont joué un rôle important en les aidant à éliminer leur infection. Des essais de phase finale de ce vaccin expérimental sont en cours en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil. Pour rappel, près de 200 candidats vaccins sont en cours d'études dans le monde, dont au moins 23 testés sur des humains. On le retrouve chaque mercredi pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. La MAFSI, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, a accordé son parrainage à Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. On avait promis depuis Yamoussoukro qu'on ira jusqu'au bout, a confié à l'Infodrome Yaouré Loba, président de la commission régionale des arbitres d'ISIA et président de la conférence des présidents des arbitres. Sur 223 votants, l'ancien capitaine des éléphants
a recueilli 218 voix, soit 97,57% lors de l'Assemblée générale de ces arbitres à Yopougon. Pour rappel, 24 présidents de centres régionaux d'arbitres conduits par le président sortant Koulibaly Souleymane avaient accordé leur parrainage le samedi 13 juin à Yamoussoukro au candidat déclaré Sori Diabaté. Une partie des arbitres en avait été exclus et ce sont ces exclus de Yamoussoukro qui se sont réunis le lundi 20 juillet en Assemblée générale à Yopougon pour accorder leur parrainage à Didier Drogba. En Égypte, dans un communiqué, la Fédération de football dénonce un 2 poids 2 mesures de la CAF dans l'organisation de la Ligue des champions. Les Égyptiens décrient l'annonce d'un retour au format initial des demi-finales alors que la Coupe CAF aura son Final Four. Après le désistement du Cameroun, seule l'Égypte s'est officiellement présentée pour abriter le tournoi, mais la CAF envisagerait de revenir sur sa décision et jouer le dernier carré en aller-retour. La fédération égyptienne dit ne pas comprendre pourquoi le Maroc est pris pour abriter le Final Four de la Coupe de la Confédération avec encore 2 clubs en compétition, alors que l'Égypte, également avec 2 clubs toujours en lice, n'aurait pas ce droit en Ligue des Champions. Ici, en MLS, l'Inter Miami, propriété de David Beckham, est le premier club éliminé du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football à huis clos. Après sa défaite dans le groupe A contre New York City FC 1-0, un but inscrit en seconde période par l'international libyen Ismaël Tadjouri Chadri permet à New York City de conserver un petit espoir d'accrocher les huitièmes de finale accessibles aux 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes. Pour Miami, nouveau venu cette saison en MLS, c'est en revanche bien fini après ce 3e revers en autant de rencontres. Orlando City et Philadelphia Union se sont déjà qualifiés pour le tour suivant. La MLS a repris le 8 juillet sous un format similaire à la Coupe du Monde avec phase de groupe et élimination directe à Disney World en Floride. En basketball, l'association des joueurs de la NBA va s'associer à la marque de vêtements de Russell Westbrook pour concevoir des t-shirts comportant des messages de justice sociale. Pour la reprise du championnat de NBA prévu le 30 juillet à Disney World en Floride, la Ligue a autorisé les joueurs à porter des messages parmi une liste d'une trentaine de slogans tels que Black Lives Matter, Je ne peux pas respirer, justice, paix, égalité, liberté ou anti-raciste. Mais plusieurs joueurs ont exprimé leur frustration à propos de cette liste, comme LeBron James, qui a choisi de conserver son nom sur son maillot. D'autres joueurs ont critiqué le fait que la liste n'inclut pas des noms de victimes de violences policières ou que la Ligue ait refusé des expressions telles que « réforme de la police » ou « suis-je le prochain ?» C'est tout pour les sports ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bien, Yacouba, vous revenez donc mercredi prochain. Merci. En cette période de pandémie, un habitant de Washington, la capitale américaine, a décidé de parcourir 350 km et rendre visite à sa grand-mère. À la fin de sa très longue course, le marathonien Corey Capelloni est arrivé devant la maison de retraite de sa mamie. Maxime Moskalkov a contacté l'athlète. Dilidiko raconte. Mère adolescente et vendeuse de mouchoirs sur un trottoir du Caire, Zeynab est partagée quant aux effets de la pandémie et la pauvreté. Mais elle se bat surtout contre les préjugés de la société. Je me bats vraiment en travaillant dans la rue. Certains pensent que nous ne sommes pas de bonnes personnes parce que nous vendons des mouchoirs dans la rue et ils se disent que nous pourrions aussi vendre d'autres choses. En Égypte, pays de 100 millions d'habitants où près d'un tiers de la population vit officiellement sous le seuil de pauvreté, les enfants des rues occupent le bas de l'échelle sociale et sont exposés à des violences verbales, physiques et sexuelles. L'exploitation sexuelle, la violence domestique et les parents exploitant leurs enfants comme source de revenus sont les problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les enfants des rues. Stigmatisés et isolés jour et nuit, ces enfants ramassent les ordures, travaillent dans des parkings ou mendient quelques pièces en échange de mouchoirs en papier.
Certains vivent sous un toit familial dans les quartiers défavorisés de la capitale. D'autres sont des sans-abri en rupture avec leurs proches. En 2014, les autorités ont déclaré qu'il y avait 16 019 enfants de rue à travers le pays. 80% d'entre eux vivent dans les rues de 10 gouvernorats. Doté de 17 unités mobiles qui vont à leur rencontre, le programme national Enfants sans abri, lancé en 2016, vise à les intégrer et à leur faire abandonner les comportements de la rue. Malheureusement, la pandémie a affecté l'aide humanitaire proposée à ces enfants. Sans oublier que la récession économique a engendré une baisse du financement des associations, selon l'UNICEF. Quelques soucis techniques ce soir, toutes nos excuses. Nous allons vous proposer le marathonien, le reportage, le sujet sur ce marathonien de Washington, Corey Capelloni, dans une prochaine édition du Monde aujourd'hui. Et pour clore ce journal, de magnifiques images, elles nous viennent du Japon à travers ce nouvel espace panoramique pour méduses dans un aquarium du pays. En effet, le Sunshine Aquarium à Tokyo vient d'ouvrir une nouvelle zone appelée Espace Méduse, offrant une vision panoramique d'un bassin. Les visiteurs ont alors l'impression d'être entourés par des bancs de ces invertébrés luminescents. Une véritable valse de forme luminescente donc, une immersion océanique avec ce bassin panoramique. Le jeune gardien de méduses de 26 ans du Sunshine Aquarium, Koki Sujimoto, indique que l'aquarium panoramique de 14 mètres est légèrement incurvé afin de pouvoir montrer les méduses de la manière la plus belle. Quand vous vous tenez devant l'aquarium, vous vous sentez comme plongé dans la mer sombre, comme entouré de bancs de méduses, dit-il. En cette période de pandémie de Covid-19, le nombre de visiteurs est toutefois limité. Koki Sujimoto ajoute que les méduses ne sont pas de très bonnes nageuses, donc elles pourraient couler et mourir dans l'eau sans courant. D'après lui, il était difficile de créer et maintenir le courant dans un grand aquarium, mais chose qui a finalement été faite et qui a produit ce beau spectacle. Mais à regarder uniquement et surtout à ne pas toucher, car vous le savez, les méduses, ça peut piquer. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide avec vous. Je vous dis de passer une très belle soirée et de bien prendre soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Alama.